Incertitude sur la suite de pourparlers de Kampala. Le gouvernement trouve illogique de négocier avec un mouvement sur qui pèsent des sanctions de l'ONU. Au même moment, le M23 accepte sans condition de poursuivre les pourparlers. Une première dans l'histoire du Parlement congolais. 2 députés de l'opposition sont sur la sellette. Une procédure parlementaire est entamée pour la levée de leurs immunités. Eugène Domindongala et Roger Lumbala Chitenge sont visés par cette démarche. Dans les secteurs des infrastructures, la route nationale numéro 1 dans son tronçon de Tinkol et dans la commune de Lansele s'est effondrée. Une forte délégation conduite par le ministre des ITPR s'y est rendue en vue de rétablir la circulation. Voilà tout sur les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue sur la télévision qui vous informe sans passion en RDC. Les choses semblent se compliquer davantage à Kampala, alors que le M23, dans une conférence de presse, déclare poursuivre le dialogue, malgré le refus du gouvernement congolais de signer le cessez-le-feu comme préalable à toute négociation. Le gouvernement congolais, de son côté, trouve illogique de négocier avec le M23, sur qui pèsent des sanctions de l'ONU. Le chef de la délégation congolaise, Raymond Tchibandantunga Molongo, est actuellement à Addis Abeba, où se tient la réunion de l'Union africaine en vue de finaliser le processus de la mise en place de la force neutre devant éradiquer les forces négatives et dont les FDLR et le M23. Négociation au gouvernement M23 à Kampala, l'on joue à la prolongation à l'absence de la plénière. La facilitation continue de consulter les parties dans le but de rapprocher le point de vue. Le travail proprement dit pourrait intervenir d'ici à 72 heures, nous confirme François Mambati-Chimbi, membre de la délégation gouvernementale. Il a été joint depuis Kampala par Monulf Bosso Kungu Kayumba. Ce qu'il faut considérer, c'est que lorsqu'on est en négociation ne signifie pas plénière. Lorsqu'on négocie, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases. Depuis les 4 que les travaux ont repris, la facilitation consulte les chefs de délégation qui se font accompagner de quelques membres de leur délégation pour déterminer un ordre du jour d'une plénière. Cette phase-là est une phase extrêmement importante parce que quand les gens se mettent d'accord sur un ordre du jour, ça veut dire aussi que quelque part, il y a déjà un début de solution par rapport aux problèmes qui seront posés. Donc, il ne faut pas considérer que quand il n'y a pas plénière, il n'y a pas de travail. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, il y a eu une autre réunion à Addis Abeba. Comme ce sont les mêmes acteurs, notamment les facilitateurs ministres de la Défense est à Addis Abeba, donc ils seront rentrés, je pense, ici demain. Il va poursuivre, je pense qu'il a fini avec nous du côté gouvernemental, il va poursuivre avec les gens du M23. Ensuite, il y aura une mise en commun, donc c'est une question de quelques jours. Je pense qu'ici 48 heures, 72 heures, nous aurons une plénière. Et ces deux affaires qui défrayent la chronique, l'affaire Diomi et Lumbala, les 2 députés de l'opposition sont en passe de perdre leurs immunités parlementaires. Diomi Ndongala, accusé de viol sur 2 mineurs, risque jusqu'à 20 ans de prison. Roger Lumbala, accusé de haute trahison pour avoir rejoint la rébellion, et lui aussi dans le Baudra. Adam Chénissi nous propose ce rappel des faits concernant ces 2 députés nationaux de l'opposition. Débutons par l'affaire Eugène Domindongala, opposant radical très proche d'Étienne Tshisekedi. Les déboires de ce député et homme d'affaires ont débuté fin juin 2012 pendant qu'il savourait encore sa victoire aux législatives. Mardi 26 juin 2012, un monsieur porte plainte contre Eugène Domindongala qui aurait, selon ses déclarations, violé ses 2 filles. Le procureur général Flori Kabange-Numbi se saisit de l'affaire qui défraie déjà la chronique à Kinshasa. En croit la justice congolaise, les filles ont confirmé que ce n'était pas la première fois qu'elles ont eu des relations coupables avec Diomi Ndongala. Les accusations sont graves. Eugène Diomi Ndongala est passible d'une peine allant de 7 à 20 ans de prison pour viol sur mineur. Le concerné dément tout et parle d'un complot ourdi contre lui, un complot qui d'après Diomi serait orchestré par la majorité. Alors qu'une procédure d'arrestation se mettait en place, Eugène Diomi Ndongala disparaît de la circulation depuis le 25 juin 2012. Introuvable nulle part,
L'opposition et le gouvernement se renvoient la balle. Lambert Mende, qui monte au créneau, assure que Diomi est en cavale pour se soustraire de la justice. L'opposition, soutenue par les ONG de droits de l'homme, assure que Eugène Diomi Ndongala est détenu au secret dans les locaux de l'ANR. C'est la confusion. Qui dit vrai, qui dit faux? Entre-temps, des déclarations fracassantes se multiplient autour de cette affaire. L'épouse d'Eugène Diomi Ndongala entre elle aussi dans la danse. Mon mari est détenu en tant que prisonnier politique sans que ni sa famille ni les militants de son parti ne sachent où il se trouve, malgré toutes les recherches entreprises dans les lieux de détention, tant officiels qu'extrajudiciaires, a fait savoir Patricia Diomi au cours d'une tribune organisée vendredi 27 juillet 2012 par l'ONG La Voix des Sans-Voix. 4 mois après, à la veille du 14e sommet de la francophonie, Eugène Diomi Ndongala réapparaît. Il a été retrouvé vivant et affaibli jeudi 11 octobre vers 2h du matin dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, non loin du centre supérieur militaire, selon ses propres dires. Diomi dit qu'il a été gardé au secret et qu'il a été maltraité. Le procureur, qui n'a pas clos le dossier, demande la levée de son immunité. Une démarche qui n'a pas fait l'unanimité au sein de l'hémicycle. Autre cas où un député de l'opposition est mis en cause concerne le député du RCDN, Roger Lumbala. Lui aussi proche d'Étienne Tshisekedi, fin août 2012, Roger Lumbala, invisible depuis plusieurs semaines à Kinshasa, est soupçonné d'être en intelligence avec le Rwanda. Il a été vu à Kigali où il y a effectué d'incessants va-et-vient. Des sources indépendantes ont confirmé cette information reprise en chœur par différents médias locaux. Intervenant par téléphone sur une autre chaîne locale, le leader du RCDN a démenti l'information. Pour Roger Lumbala, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une campagne de sape fomentée par ses détracteurs visant à nuire à sa personne. Interpellé en Ouganda, Roger Lumbala continue à nier ses relations avec Kigali. Pourtant, Lambert Mende apporte de nouvelles preuves face aux médias. Le député national va se réfugier à Paris avant de rejoindre cette fois-ci, de manière un peu plus ouverte, la rébellion du M23. Lumbala est nommé officiellement vice-président de la rébellion du M23 au pourparlers de Kampala. Interrogé sur ses nouvelles couleurs, Roger Lumbala répond qu'il soutient la lutte du M23, mais qu'il n'est pas au M23. Comme dans l'affaire Diomi Ndongala, l'Assemblée nationale va se décider de la levée ou non des immunités de ces deux opposants. La République démocratique du Congo va mal, le constat est de tout observateur averti. La quiétude a manqué aux populations du Nord Kivu tout au long de l'année dernière. Comment alors recouvrer cette quiétude? Quel chemin faudrait-il suivre pour éviter de casse? Tentative de réponse dans ce commentaire rendu par Bijumbuyi Ndoya. Tous les Congolais conscients souhaitent que 2013 soit une année de paix. Le chef de l'État s'est engagé à consacrer toute son énergie pour le retour de la paix et pour la poursuite des objectifs de développement. L'option militaire a évidemment montré son côté dévastateur. Depuis le mois d'avril où le Rwanda en version M23 a ouvert le feu au Nord Kivu, les bruits des bottes et Kalachnikov ne sont pas toujours parvenus à faire entendre la raison. Bref, les armes ne prévoient aucun atterrissage en douceur. Dès lors, seuls les moyens pacifiques pour un objectif tout aussi pacifique s'imposent. Sur le terrain, les pourparlers de Kampala entre la délégation gouvernementale et celle du M23 piétinent. Après une trêve de nouvel an, les deux parties ne parviennent toujours pas à tomber d'accord sur les différents points d'achoppement procéduraux. Chacun y vient avec ses positions tranchées, sans accorder la moindre concession pour l'entrée dans le vif du sujet. Voilà pourquoi le président du Congo-Brazzaville plaide pour la fin des conflits armés dans l'est de la RDC. Denis Sassou Nguesso souhaite que ces négociations restent dans le cadre du schéma tracé par la CIRGL. Pendant ce temps sur place au pays, la nécessité d'une cohésion nationale fait débat. Pour Kabila, c'est le bouclier le plus sûr contre toute velléité de balkanisation et de destruction de la mère patrie. Croyant fermement qu'aucun résultat positif n'est possible dans la division, Joseph Kabila Kabange a pour ce faire promis l'organisation d'un cadre d'échange entre toutes les forces vives de la nation dès le début de cette année décrétée de cohésion nationale. Depuis, les compatriotes se livrent à un exercice d'appréhension de la nature exacte de ce cadre. Forum national, conférence sur la paix,
symposium, concertation politique, etc. Chacun s'interroge. Au-delà de tout débordement, une borne est tout de même tracée par le gouvernement. Pas question de Sun City bis. La rencontre ne devra pas être accommodée à une remise en question de l'ordre constitutionnel. En clair, c'est le partage du gâteau qui est redouté. Mais pour parvenir à cet objectif de la recherche de la paix, opposition, majorité et société civile, tous conviennent de la composition d'un bloc compact national. Mais pour l'intérêt de qui? C'est là que ça cloche mal. Car si c'était au nom de l'intérêt de la nation, le problème de méfiance des visées des uns et des autres aurait mal eu sa place. Tous les Congolais suivraient le chemin de l'unité nationale avant que les jours ne s'égrènent, comme c'est le cas aujourd'hui. 14 personnes ont été tuées et une trentaine autres blessées dimanche 6 janvier dernier lors des affrontements entre les forces armées de la RDC et les miliciens de Paul Sadala, alias Morgan, à Mambasa Centre, situé à 168 km au sud de Bunia en province orientale. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, qui a rendu public ce bilan, indique que 6 militaires, 4 miliciens et 4 civils ont péri au cours de ce combat. Les FARDC ont capturé 13 miliciens et récupéré quelques armes à feu. Un nouveau conflit parcellaire à Kinshasa, comme c'est le cas chaque jour qui passe. Celui-ci oppose Pierrette Maza à l'homme d'affaires Mayalos. Pierrette Maza accuse Mayalos d'avoir ravi de force sa parcelle située sur l'avenue Télécom à Mongafula. Une parcelle achetée depuis 1984. Reportage Adam Chemissi et Fiston Bouini. Les conflits parcellaires, on en parle de plus en plus depuis un certain temps à Kinshasa. Cette dame, Pierrette Maza, épouse de Daniel Ngiovoulou, ne sait plus à qui se confier. En 1984, elle et son époux achètent ce terrain sur Télécom 1451 en Mongafula, en bonnet due forme. Pierrette nous brandit tous les documents. En 2004, c'est le cauchemar qui commence. Un homme d'affaires nommé Mayalos s'empare de la parcelle d'après Pierrette Maza. Et depuis, Mayalos, selon des témoins, se dit maître des lieux. ata elo moko te ata ti lelo ata eloko moko te bakataka ngo te ngai nazo continue kofanda libana so omoni place ngai nazolela mama okoyoka na pasi mama lifi nazolela ngai mwana mama yosa mama ya bana yokela ngai bana nazo kolala ya kotelema bana bapanza bana soka sepela emplacement bana epai proposa ka bato ba marché na kana ikeno après 60 000 azwe loko lopango na ye wata babotolelo akoya vese kama comme aza na fiti tozotelengana naza na bana seti nazotelengana kana bana nazotelengana kesi akofandisa bite bana epai nga mama epai mama livi yokela ngai mawa lilandela ngai likambo mama na ngai yokela ngai nazola libanda mama mobiba boyola pesa kofanda te. L'affaire est en justice, mais cette dame a peur de perdre sa parcelle obtenue au terme d'énormes sacrifices. À Kinshasa, souvent les forts arrachent aux plus faibles leur dû. Les parcelles et les terrains changent de main, parfois au mépris de la loi. Les difficultés des transports en commun à Kinshasa, on cessera d'en parler. Dans la commune de Kimbantseke, par exemple, des véhicules en état inapproprié sur la route Mokali roulent. Le risque d'accident est possible. Nos reporters qui étaient sur les lieux rapportent ce qu'ils ont constaté. Christopher Kamanda et Dieu merci Sueka. Ici, nous sommes sur la route Mokali, l'une des artères qui longe ce quartier périphérique de la ville de Kinshasa. La quasi-totalité des véhicules destinés au transport en commun sont dans un état technique déplorable pour servir le transport en commun. Vitres cassées, phares inexistantes, réservoirs placés aux endroits non appropriés, un décor qui traduit la misère qui caractérise les compatriotes qui habitent par ici. Pour la facilité du sonnet par limba et d'autres consommations, il y a beaucoup. Pour la réservoir, la patronne est la maman plein. Tout ça, la salon,
calcule musala. Les passagers ne résignent pas à cette réalité. La carence des moyens de transport peine aux propriétaires des engins de mort de faire fortune. Quant à ces transporteurs, ils expliquent l'état de leur véhicule à la dégradation de route. En effet, cette belle avenue s'est détériorée jusqu'à devenir à certains endroits un véritable bourbier. Les riverains estiment que lorsque la route était en bon état, les moyens de transport étaient à la portée de tout le monde. Ils appellent le gouvernement à prendre lui-même le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Dans le temps, tango tozalaki na nzela mabele. Mituka vraiment oyo ezalaki mituka oyo ya kitoko ezalaki te toyekana ba mituka pola. Vraiment tango l'État aye kosala biso nzela oyo s'applique tanga aye kotela to makadam awa. Presque ba mituka nyonso oyo ezalaki ya kopola ekimaki. Tokomaki na ba mituka kitoko. Mais visi ko ete ya makadam ndenge komi. Tala tayo moko makadam ndenge komi. Vraiment bon na mutuka kitoko ekota na nzela na biso ezali pas. Problème ezani. L'État asunga biso. Les pouvoirs publics sont interpellés avant que le pire ne se produise. Je vous disais en titre, le tronçon de la route nationale numéro 1 au niveau de Kinkole s'est effondré. Ce passage sous route aménagé depuis les années 1972 avec des bus en acier a connu un dysfonctionnement. Face à l'urgence, le ministre ayant en charge les infrastructures est descendu sur les lieux lundi en compagnie des responsables de l'office de route dont les ouvriers y sont déjà à pied d'œuvre afin de permettre une réparation rapide des dégâts. Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo-Onzei. C'est à Kinkole, dans la commune de Ntsele, qu'un éboulement s'est déclaré sur la route nationale numéro 1, un axe qui relie 6 provinces, Kinshasa, Bandundu, Bakongo, les 2 Kasaï et le Katanga. Informé, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction s'est rendu sur les lieux en vue de se rendre compte de la situation. Fridolin Kassushimusoka, en compagnie des responsables de l'Office des routes et du Fonds national d'entretien routier, inspecte le tronçon effondré. Un passage sous route aménagé depuis les années 1972 avec des buses en acier. Certainement qu'il y a eu un dysfonctionnement dans cet ouvrage et lequel dysfonctionnement a provoqué un effondrement. Et pour nous, ça doit être la corrosion liée à la vétusté. Et vous le savez, ces genres de matériaux, ces genres de buses posent souvent des problèmes, soit d'érosion par abrasion, soit un problème de corrosion purement et simplement. L'Office des routes est à pied d'œuvre pour permettre une réparation rapide des dégâts et assurer la fluidité sur 2 voies. Pour les directeurs généraux adjoints de l'Office de route Floribert Moutouti Metila, compte tenu de l'urgence, il faudra d'abord consolider la route pour maintenir la partie restante et éviter que le trafic ne soit totalement coupé. Il va falloir qu'on fasse le marquage au sol et définir la zone où les véhicules doivent passer. Parce que comme vous avez vu là-bas, le talus est très abrupt. Si les véhicules approchent de l'autre côté, il peut y avoir un glissement de terrain et avoir des accidents. Et dans un deuxième temps, il va falloir qu'on fasse des solutions physiques. On va faire des bâtards d'eau, les pales-planches. L'Office des routes rassure que dans 3 jours, il présentera au ministre le coût devant permettre la reconstruction de ces tronçons d'une manière efficiente. Message de Nouvel An 2013 adressé au président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le MVD, Mouvement des volontiers pour le développement, un parti de l'opposition, saisit l'opportunité des festivités de fin d'année pour présenter ses vœux, les meilleurs bien sûr, à celui qu'il qualifie de leader de l'opposition. Ce message est lu par le président de cette formation politique, Arthur Amissi,
Kibundila au micro de Rosa Wazi et de Fiston Bouini. Que 2013, un changement véritable comme l'une des ramifications de votre lutte afin que le peuple congolais en général puisse jouir de ses avoirs confisqués par les ennemis masqués de la patrie. Nous faisons appel aux nouvelles initiatives et forces pour pérenniser les acquis de votre élite politique après cette dernière période de sensibilité et de turbulences éphémères dont nous retenons une expérience malheureuse dans la vie politique de notre pays. Avec vous, l'espoir reste d'actualité pour cette population qui a tant souffert sous des régimes avec des gestions égocentristes dont le constat le plus récent est celui du président français François Hollande qui lors de son adresse aux Nations Unies dit « La situation dans ce pays est inacceptable sur le plan ». C'est-à-dire le plan des droits de l'homme, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Toujours avec vous, nous sommes fort convaincus que notre élite autour des idéaux de liberté, de la fraternité, de la justice, de la paix et de l'unité sera effective. L'essentiel pour l'avenir, les extraits idéologiques et doctrinaux du MVD, notre parti, c'est d'avoir un agir de libre conscience. Cela permettra de construire un imaginaire de grandeur et répondre au rendez-vous que nous offre notre pays, la République démocratique du Congo, compte tenu de ses potentialités et par sa double position géopolitique et géostratégique. En dehors de chez nous, pas de gouvernement d'union nationale en Centrafrique. Les rebelles refusent la proposition du président François Bozizé. Les négociations risquent de capoter tant que les deux parties campent sur leur position. Semaine cruciale peut-être pour la Centrafrique. Des négociations de paix doivent se tenir à Libreville au Gabon, mais la date exacte du début de ces pourparlers reste encore floue. La délégation de la rébellion est arrivée la première lundi dans la capitale gabonaise. Un mois après avoir pris les armes, les rebelles contrôlent la majeure partie de la Centrafrique et menacent de marcher sur Bangui si le président François Bozizé ne quitte pas le pouvoir. De son côté, la délégation du gouvernement, dont le départ pour Libreville a été retardé, appelle les différentes parties au respect de la démocratie. Qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles, nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Et donc c'est autour de cela que nous allons discuter. Et je crois que les uns et les autres, en bons démocrates, verront pourquoi les arguments du gouvernement tiennent la route. Les rebelles ont rejeté la proposition de François Bozizé de former un gouvernement d'union nationale et posé son départ comme condition au dialogue, des exigences qui pourraient faire capoter les négociations. En Égypte, il y a risque de graves répressions sur la population à cause de la politique d'austérité. Le pays sera obligé de tendre la main au FMI pour faire face à la crise. Son économie a connu un coup avec le printemps arabe. 2 ans après la révolution et la chute d'Hosni Moubarak, l'Égypte traverse une grave crise économique et monétaire. Le directeur régional du FMI est arrivé au Caire pour reprendre les discussions sur un prêt de 3,6 milliards d'euros, des pourparlers que le président avait suspendu lors de la crise du référendum sur la Constitution. Car ce prêt devra nécessairement être accompagné de mesures d'austérité redoutées par une population qui vit en majorité en dessous du seuil de pauvreté et qui souffre de plus en plus de la flambée des prix de l'alimentation. Depuis 2 ans, l'Égypte est boudée par les investisseurs et les touristes qui constituent sa principale source de revenus. Résultat, la livre égyptienne est tombée cette semaine à son plus bas niveau depuis 2004 et les réserves de la Banque centrale ont atteint un minimum critique. 5 jours de manifestation en Belfast, en Irlande. Les Irlandais refusent que le drapeau du Royaume-Uni flotte sur leur sol.
De nombreux dégâts et arrestations sont donc enregistrés. 5e nuit consécutive de violence à Belfast du Nord. La ville est le théâtre de troubles réguliers depuis la décision du conseil municipal dominé par les nationalistes de ne plus faire flotter en permanence le drapeau du Royaume-Uni. Hier soir, la police a utilisé des canons à eau et des balles en caoutchouc pour disperser les émeutiers. Nous sommes toujours très en colère, dit ce manifestant loyaliste qui participait à un rassemblement pacifique devant la mairie. On ne veut pas utiliser la violence, mais on demande aussi à la police de ne pas être brutale. Il ne faudrait pas qu'elle nous pousse à utiliser la violence. Une centaine de personnes ont été interpellées depuis le début des émeutes, parmi lesquelles de nombreux adolescents. Le chef de la police explique avoir vu ce week-end dans les rues de nombreux jeunes âgés de 10, 11, 14 et 15 ans, sans parents ni aucune autre direction. Le manque de leaders parmi les manifestants préoccupe les représentants politiques qui ont entamé des discussions. Ce conflit a déjà fait 60 blessés, principalement des policiers. Des sujets relatifs aux négociations des Kampala et de la levée de l'immunité des députés nationaux, Diomi et Lumbala se lisent sur les manchettes des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Doudou Ndombe Moseka Mayingo nous rejoint dans ce journal. C'est pour la revue de presse. Des négociations des Kampala, la levée des immunités de Roger Lumbala et Eugène Diomi Ndongala, ou les cadres des concertations annoncées par Joseph Kabila Kabange, ce sont là des sujets que la rédaction de Télé 7 a retenus pour cette revue de presse. Tout d'abord avec le message de Sassou Nguesso en direction des frères ennemis congolais. Le Phare pense qu'avec ce message, le temps n'est plus loin où le président congolais va prendre en charge le brûlant dossier congolais. Nombre de nos compatriotes pensent que Denis Sassou Nguesso répond au profil des médiateurs neutres capables de travailler réellement pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sassou invite Kinshasa et le M23 à poursuivre les dialogues sur le même sujet. L'Observateur et la référence plus soulignent combien Sassou Nguesso plaide pour la fin des conflits armés dans l'Est de la RDC et que les négociations entre Kinshasa et le M23 restent dans le cadre du schéma tracé par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les potentiels qui s'intéressent au cadre des concertations pour la cohésion nationale notent que ce n'est pas la première fois que la RDC expérimente l'initiative. On se rappellera de Sun City, Lusaka et autres. Et si celle-ci est mal intériorisée, la concertation prônée par le chef de l'État pourrait ressembler à beaucoup d'autres. Joseph Kabila est donc invité à sortir des sentiers battus en fixant les balises de ce dialogue national New Look. Dans un autre registre, l'avenir des députés nationaux Roger Lumbala et Eugène Diomi Ndongala se joue au Palais du Peuple. Pour les quotidiens L'Avenir, Roger Lumbala a démontré, à l'instar d'Ésaü de la Bible, que grâce à quelques billets des banques, on peut facilement vendre son pays, d'où la levée de ses immunités au Parlement doit aboutir. Ce dossier énerve les députés nationaux et la prospérité révèle que ces derniers sont en colère. Les élus de la majorité s'insurgent contre la prise du pouvoir par les armes, quoique ceux de l'opposition affirment que Lumbala n'a jamais déclaré officiellement son appartenance au M23. La plénière devra se prononcer sur ces cas après la présentation du rapport de la commission spéciale. Terminons cette revue de presse avec un New Trend qui présente les 10 lieutenants de Matata Ponyo, parmi lesquels on peut trouver Fridolin Kassuech des ITPR. Le ministre a retracé les grandes lignes depuis sa prise de fonction à la tête de ce ministère. Il s'est rendu même en Passa hier dans la commune de Nsélé pour constater l'effondrement de la nationale numéro 1. À ce niveau, dû certainement à la corrosion qui a rendu vétuste ces tronçons, écrit Le Potentiel. Bonne soirée Doudou, ce journal est terminé, mais vous pouvez le regarder sur www.lepotentielonline.com. Merci et bonsoir aux uns et aux autres.